Et j'appelle donc Jean-Luc Glaise, secrétaire général de Département de France, président du groupe de gauche, président du département de la Gironde, à nous rejoindre. Merci, monsieur Glaise. Bien, mon discours débutait par un salut à Madame la Première ministre et à Mesdames et Messieurs les ministres. Permettez-moi de formuler le regret de devoir parler devant des chaises vides. Et permettez-moi, Monsieur l'animateur, de vous dire que je prendrai le temps de la parole qui m'est nécessaire, y compris dans l'interruption de l'arrivée des ministres si besoin. Je saluerai néanmoins très amicalement François Sauvadet, président du département de France, qui est allé accueillir les ministres. Donc, mon cher François. Je voudrais accueillir Madame la présidente du Lot-et-Garonne, chère Sophie. De saluer également et remercier Sophie pour son accueil, parce que je trouve que l'accueil lot-et-garonnais a su démontrer sa générosité. Donc, nous pouvons à nouveau le saluer. Merci, chère Sophie. Je voudrais saluer le président du groupe DCI, mon cher Nicolas. Oui, effectivement, nous partageons ensemble un certain nombre de visions, malgré nos différences politiques. Et pour l'instant, je n'ai pas encore vérifié, je ne sais pas si je suis l'élu le plus de droite de mon département, mais en tout cas, j'ai bien noté que tu étais assez proche de moi sur un certain nombre de sujets. Chers et chers collègues, mesdames et messieurs, évidemment, je ne peux pas commencer ce discours sans un mot de remerciement à votre égard pour le soutien et la solidarité que vous avez témoigné 60 départements au cours des incendies de cet été en Gironde qui nous ont douloureusement touchés. Très sincèrement, je vous exprime une nouvelle fois ma reconnaissance. Je voudrais remercier aussi François Sauvadet, notre président, et l'ensemble des équipes de Département de France pour l'organisation de ces assises et leurs formules, pour faire en sorte que nous puissions échanger sur le fond, débattre, pouvoir nous rencontrer et pouvoir faire en sorte que nous portions plus solidement et robustement encore nos départements. Et je voudrais insister sur le fait que la réunion des présidents de gauche comme de droite ici dans cette salle nous amène à partager quelque part des exigences communes. Et c'est ce message aussi de solidarité collective que j'ai envie de porter face au gouvernement et donc face aux sièges vides qui sont devant moi. Alors, la décentralisation, ce n'est pas donner une compétence sans transférer la dynamique de financement qui va avec et les responsabilités qui vont avec. Il faut que les responsabilités accompagnent, que le pouvoir normatif accompagne et que les financements accompagnent et que tout cela aille jusqu'au bout, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Eh bien, voyez-vous, cette phrase n'est absolument pas de moi, c'est le président de la République qui l'a tenue chez notre collègue Olivier Richefou en Mayenne. Et à ce propos, j'ai envie de répondre « chiche ». Chiche, Madame la Première ministre, de reconsidérer enfin nos départements, comme toutes les autres collectivités, pour ce qu'ils sont. Une des mailles fines dans le grand canevas de la République, un étage essentiel pour que ne s'effondre pas notre pays comme un château de cartes, alors que les urgences climatiques nous interrogent sur la fin du monde, que les urgences sociales précarisent les fins de mois, que les urgences démocratiques font le lit des extrêmes. Chiche, Madame la Première ministre, de nous regarder en face, quel dommage, simplement, franchement, sincèrement, sans chercher la paille ou la poutre dans nos yeux respectifs, sans nous accuser mutuellement des maux d'une terre qui souffre, tout comme souffrent ces populations, parce que notre génération et d'autres qui nous ont précédés ont amené notre monde à être celui qu'il est aujourd'hui. Chiche, Madame la Première ministre, de partager ce constat de départ. Le constat d'une planète qui ne tourne pas rond, qui ne tourne plus rond, d'un dérèglement climatique qui s'est exprimé cet été par la morsure brûlante des incendies, d'une action urgente, nécessaire et massive
pour freiner l'emballement du climat que nous avons fortement perturbé et qui dévale une pente dangereuse. Le constat d'une dégringolade sociale, d'un taux de pauvreté qui ne s'est pas amélioré depuis les 30 Glorieuses, alors que le PIB de notre pays a considérablement augmenté. Le constat d'une jeunesse dont près d'un moins de 30 ans sur 2 se situe en dessous du seuil de pauvreté. Le constat d'une précarisation accentuée des emplois, d'un nouveau prolétariat de services qu'incarnent par exemple les aides à domicile, souvent des femmes, ou les métiers ubérisés, souvent occupés par des jeunes. Le constat de parcours de vie moins linéaires, plus chahutés aujourd'hui, qui ne permettent pas à tous, instantanément, de traverser la rue pour trouver un emploi. Le constat d'une inflation et d'un coût de l'énergie qui vont, dans les mois qui viennent, mettre sur le flanc de nombreuses familles dans notre pays. Et puis, le constat que les Gilets jaunes ont exprimé, avec parfois une violence inacceptable, un sentiment de fracture sociale et territoriale, une colère toujours latente et qui menace à chaque instant de ressurgir, parce que s'opposent de facto le fait urbain et le fait rural. Alors qu'il faudrait travailler à la correction des déséquilibres territoriaux, alors que la désertification médicale s'accompagne d'une inégalité dans l'accès aux soins, alors que la fermeture ici d'un commerce, là d'un bureau de poste, favorise la prolifération du discours populiste. Vous me direz, Madame la Première ministre, tout ne va pas mal, et vous aurez raison. Mais le grand objectif de l'action publique, la mère de nos batailles, c'est bien de corriger les inégalités, de garantir un accès aux droits pour toutes et tous, de réparer parfois, de réformer aussi, mais toujours en veillant de donner aux plus fragiles, aux plus en difficulté, leur pleine place dans la République, celle de citoyens émancipés, épanouis, souverains dans leurs choix et dans leur libre arbitre, cher à Montaigne. Contrairement à ce que déclarent certains de vos parlementaires, Madame la Première ministre, les départements ne sont pas des pleurnicheurs. Et il n'est pas question non plus d'accepter d'entendre dire que puisque nous avons voulu la décentralisation, nous n'avons qu'à l'assumer. Ce type de déclaration lapidaire exclut précisément le continuum qu'évoque le président de la République dans le propos que je citais, responsabilité, pouvoir normatif, financement, le tout en allant jusqu'au bout. Alors, Madame la Première ministre, allons jusqu'au bout, puisque le début de votre mandature nous invite à de nouvelles relations, puisque vous nous proposez un pacte de confiance, après ces années où, via les mal nommés pactes de Cahors, via des procédures contractuelles où nous avons plus goûté du bâton que de la carotte, via la substitution de notre dernière marge de manœuvre fiscale, qui était le foncier bâti, via une loi 3DS qui ne fut qu'une loi d'épicier, nous avons eu le sentiment d'un traitement condescendant, parfois aux limites de l'irrespect. Je ne serai donc pas pleurnicheur, ça n'est pas mon genre, et ce n'est pas non plus celui des présidentes et des présidents de mon groupe politique, tout comme j'en suis convaincu de l'ensemble des têtes d'exécutif de nos départements. Alors, partons, Madame la Première ministre, de quelques exemples de chantiers que vous nous proposez d'ouvrir. L'agenda territorial tout d'abord, un outil certes, mais dont les choix de sujets auront en réalité une portée éminemment politique. Je vous demande donc que, via le président Sauvadet, nous soyons force de proposition pour définir les thématiques qu'il nous importe de traiter dans cet agenda pour le niveau départemental. Ce sera le premier signe d'une réelle main tendue de la part du gouvernement que nous pourrons alors tenter de saisir avec un peu plus de confiance. Autre chantier de méthode, votre volonté de poursuite des contractualisations dans plusieurs champs de politique publique. Si contractualiser signifie nous fixer, à nous, des objectifs sans nous donner les moyens correspondants, c'est nier la libre administration de nos collectivités, c'est aussi préférer le contrôle à la confiance, à contrario du discours affiché du gouvernement, et ce n'est pas à l'État à décider de la manière de gérer nos collectivités. Autre exemple, celui du GIP Enfance en danger. Je l'appelais comme ça, je ne sais pas si c'est le terme tout à fait exact.
J'en ai échangé ce matin avec la ministre Cobel. Elle le conçoit, m'a-t-elle dit, comme une structure de gouvernance visant à coordonner les services de l'État autour d'une compétence dont le chef de filât relève des départements. Cette vision, pour moi, je pense pour vous, est préférable à un outil de gouvernance qui chercherait à nous dicter les orientations de cette politique publique qui nous appartient. Elle confirme, dans ses propos, ce que nous constatons sur le terrain, le manque de coordination des services de l'État dans les territoires qui rend plus difficile notre tâche alors que nous sommes nous-mêmes souvent en avance sur la loi. Mais il est clair que cette politique publique sensible que nous portons avec force et engagement, chère Florence Dabin, ne doit souffrir d'aucune tentation centralisatrice et qu'elle doit prendre acte de la complexité des parcours, de l'accroissement des difficultés psychologiques et de la carence régalienne de la pédopsychiatrie. Nous avons une expertise forte sur ce sujet, nous serons force de proposition dans l'intérêt de ces enfants en souffrance, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Je voudrais aussi évoquer la construction de France Travail, une réforme que le gouvernement mène à bas bruit, par petits pas, à coups de décrets et d'expérimentation, privant ainsi les parlementaires et surtout les départements de tout débat. Nous avons cru comprendre qu'il s'agit de mettre en action un nouveau continuum incorporant la formation, la recherche d'emploi version Pôle emploi et l'insertion façon RSA. Là encore, nous souhaitons en être dès l'amorce de la définition pour que notre vision soit prise en compte. D'abord parce que tout nouvel allocataire du RSA que nous devons accompagner et qui a précédemment été en recherche d'emploi témoigne d'une carence de Pôle emploi, probablement liée à son manque de moyens. Mais il est trop facile d'avoir alors pour nous des exigences auxquelles d'autres n'ont pas su répondre avant nous, alors même que le temps écoulé rend plus difficile encore l'insertion. Et j'y ajouterai la réforme également de la réforme chômage, de l'allocation chômage. Ah, je vais m'interrompre, les ministres arrivent, donc je vais respecter leur arrivée. Nous allons le faire collectivement. Madame la Première ministre, Elisabeth Borne, qui nous rejoint avec le président Sauvadet. Je vous en prie, président Glaise. Ah non, je vais attendre l'installation des ministres, monsieur l'animateur. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je vous salue. Je me suis adressé à vous, ou plutôt à défaut à vos chaises vides en attendant que vous arriviez. Donc je ne reprendrai pas mon discours. Je ne reprendrai pas mon discours parce que monsieur l'animateur m'interromprait en me demandant de le reprendre là où j'en étais. Donc, pour faire simple, je m'adressais à vous, Madame la Première ministre, pour vous faire un certain nombre de propositions sur notre vision du rapport entre l'État et les départements et sur un certain nombre de chantiers que vous avez souhaité ouvrir. J'en étais au chantier de la construction de France Travail, une réforme que le gouvernement mène à bas bruit, par petits pas, à coups de décrets et d'expérimentation, privant ainsi les parlementaires et surtout les départements de tout débat. Nous avons cru comprendre qu'il s'agit de mettre en action un nouveau continuum incorporant la formation, la recherche d'emploi version Pôle emploi et l'insertion façon RSA. Là encore, nous souhaitons en être dès l'amorce de la définition pour que notre vision soit prise en compte. D'abord parce que tout nouvel allocataire du RSA que nous devons accompagner et qui a précédemment été en recherche d'emploi témoigne d'une carence de Pôle emploi, probablement lié à son manque de moyens. Il est trop facile alors d'avoir pour nous des exigences auxquelles d'autres n'ont pas su répondre avant nous, alors même que le temps écoulé rend plus difficile encore l'insertion et la réforme de l'assurance chômage rend nos inquiétudes plus prégnantes encore. Ensuite, parce que la complexité des parcours de vie témoigne de la nécessité d'aborder au titre de l'accompagnement global chaque personne. Absence de logement, besoin de garde d'enfants, difficultés de mobilité, soucis de santé, fragilité psychologique,
handicap, les problématiques sont diverses et ne rendent pas mécanique l'accès à l'emploi. Nous ne pouvons pas du jour au lendemain insérer dans l'emploi une femme victime de violence ou un sans domicile fixe immédiatement et sans délai. Ces femmes et ces hommes, nous les accompagnons, nous assurons auprès d'eux ce travail de proximité. Enfin, parce que nous devons nous-mêmes vous proposer la diversité de nos regards, entre RSA conditionné tel que le président de la République le souhaite, ou revenus de base tels que des départements de gauche ont proposé l'expérimentation que l'Assemblée nationale nous a refusée. Il s'agit de débats de fond que nous avons entre nous et qui traduisent aussi des visions différentes de la société. Souvenons-nous à ce propos des réformes dont Peter Hartz a été l'instigateur en Allemagne entre 2003 et 2005, au prétexte d'assouplir les conditions d'accès à l'emploi et d'accélérer le retour à l'emploi des chômeurs. Les seuls résultats tangibles sont la précarisation du marché du travail, l'augmentation de la pauvreté et finalement l'abaissement du niveau de vie de ses compatriotes. L'Allemagne revient aujourd'hui sur ces mesures en augmentant notamment le montant des indemnisations. Un petit mot sur le SDIS, et je veux vous remercier, Madame la Première ministre, de vous être déplacée en Gironde pour venir constater les effets des incendies. Vous dire que nous avons produit avec mon collègue Andrea Cari un rapport de département de France à la commande de François Sauvadet pour faire en sorte de tirer les enseignements et les retours d'expérience de ces incendies. Ce rapport vient en complémentarité de celui de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, de la mission interministérielle que vous avez engagée, ainsi que des sénatrices et sénateurs. Nous aurons quelques demandes à ce titre, notamment sur le sujet des moyens aériens et de leur prépositionnement, et puis aussi des demandes sur le plan financier au travers d'un volume plus important de taxes spéciales sur les conventions d'assurance, ainsi que la réactivation de la dotation sur le financement des investissements structurants des SDIS. Dernière thématique dont je souhaite vous parler, ou plutôt vide sidéral de ce que je crois avoir compris de votre début de mandature, l'absence de perspective d'une loi grand âge et autonomie, ce grand chantier absent. Comment pouvons-nous imaginer aborder les années qui viennent sans un acte fondateur qui prenne en compte cette transition démographique qui va nous impacter aussi fortement que le changement climatique? Comment concevoir une société où la durée de vie vise à être toujours repoussée sans nous doter d'une vision stratégique, d'une organisation pluripartenariale et de moyens adaptés? Il est de votre responsabilité, avec vos ministres, de prendre à bras-le-corps ce sujet. Il sera de la nôtre d'y contribuer activement. Voici quelques exemples, vous en avez loupé quelques-uns, qui vous démontrent ma volonté, notre volonté d'agir, mais avec l'exigence d'être pleinement et respectueusement considérés dans nos capacités, dans notre expertise, dans notre libre action. Je terminerai par les moyens, puisque le président de la République évoque les financements. J'ai cité sa phrase prononcée en Mayenne. Tout d'abord, arrêtons ce principe insupportable du décideur non payeur. Avenant 43, prime Ségur, augmentation du point d'indice, prime de feu, toutes ces mesures dont nous affirmons la nécessité plombent nos budgets alors même qu'elles ne sont que partiellement, voire pas, financées par l'État. Aboutir la décentralisation, c'est précisément nous donner les moyens de nos missions. Ensuite, un préalable que j'ai déjà exprimé devant vous et que je réaffirme, l'œil qui analyse les dépenses doit être aussi ouvert que celui qui juge les recettes. Il devient insupportable d'entendre toujours les départements qualifiés de riches sous prétexte qu'ils perçoivent des DMTO qui, depuis une dizaine d'années, sont plutôt dynamiques. Tout d'abord, cette recette, et vous le savez très bien, est parfaitement volatile. Nous avons connu, après la crise économique de 2008, une baisse conséquente des DMTO qui avait mis les départements en difficulté. Mais surtout, c'est ignorer la réalité des dépenses que nous assumons en face. N'est riche que celui qui conserve des bénéfices liés à des recettes supérieures aux dépenses. Mais quand nous subissons un effet ciseau, comme c'est le cas pour nous depuis plusieurs années, ce qui est le cas, c'est que ça signifie la tendance inversée et qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas riches, mais nous sommes en train d'assécher nos propres moyens et nos propres budgets. Je vous rappelle par ailleurs que nous sommes le seul niveau de collectivité, Nicolas Lacroix l'a dit tout à l'heure, à avoir pratiqué une péréquation
horizontale visant à corriger le déséquilibre des recettes. Nous sommes toujours en attente d'une péréquation verticale qui ne vient pas et qui aurait pour finalité de garantir, au titre de la solidarité nationale, une meilleure prise en charge de nos dépenses et plus précisément des AIS. Ce sujet fait l'objet d'une demande ferme de ma part et de mon groupe, tout autant que son corollaire. Les AIS ne peuvent être entendus comme une dépense de fonctionnement classique, pilotable, mais bien comme le versement de droits acquis. Et j'ai compris que le groupe DCI partageait cette vision des choses. Allez-vous nous annoncer aujourd'hui de bonnes nouvelles? En fait, nous sommes venus beaucoup pour ça. L'abandon, par exemple, de la volonté de taxer toutes les collectivités à l'aveugle à hauteur de 0,5% qui nous est fixé en 2023 corrélativement à l'inflation, ce qui équivaut pour nous à une forme de simili-pacte de Cahors, même s'il n'en porte pas le nom et même si ses modalités d'application ne sont pas les mêmes. Allez-vous nous annoncer une indexation de la DGF sur l'inflation? Et oui, les 110 millions d'euros pour les collectivités, le terme a été générique, que vous avez annoncé lors de la convention des intercommunalités, n'y suffiront pas. Et même si vous les affectiez à nos seuls 103 départements, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans un océan qui s'assèche. Mais aussi, nous attendons des garanties concernant la mise en œuvre d'un bouclier tarifaire sur l'énergie pour l'ensemble des collectivités, pour les départements et pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Là seraient les véritables preuves de confiance que nous attendons. Voilà, Madame la Première ministre, une petite partie de ce que je souhaitais vous dire ce matin au nom du groupe de gauche, et je ne doute pas qu'une grande partie de mes collègues partagent cette analyse. Le sujet de la décentralisation que nous devons traiter ensemble, c'est bien celui du bon niveau de collectivité pour délivrer la meilleure action publique possible. Je voudrais donc réaffirmer ce que nous partageons, je crois, toutes et tous ici. Nos départements ne sont ni des prestataires, ni des sous-traitants, ni des agences de l'État. Sans remonter au temps de la Révolution française qui a vu notre création, nous sommes un niveau de collectivité locale qui, depuis les premières lois de décentralisation, a démontré sa maturité et son sens des responsabilités. Nous revendiquons à ce titre cette libre administration que nous octroie l'article 72 de la Constitution et que seule permet une décentralisation véritablement aboutie, telle que celle évoquée par le Président de la République. Nous sommes partout dans le quotidien de nos habitants, à peine nés, collégiens, enfants à protéger, vaccinés, sur les routes, handicapés, seniors, femmes victimes de violences, sportifs, amateurs de spectacles, touristes, et j'en oublie. Nous sommes force de proposition, nous sommes force d'innovation, nous sommes force d'action. Nous vous demandons tout simplement, Madame la Première ministre, la considération respectueuse à laquelle nous avons droit. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Glaise.